Bonjour et bienvenue à nouveau dans les vidéoconférences du projet Ariane Dièse, projet régional en Bourgogne-Franche-Comté dédié à l'éducation artistique et culturelle. Ces conférences, comme celles que vous avez pu voir avant, sont fortement interconnectées. C'est-à-dire que développer une épistémologie de la création n'est pas une chose simple, voire même elle demande certaines complexités. Et je vous renvoie automatiquement à des sujets qu'on a vus dans les conférences déjà mises en ligne sur le site d'Ariane Dièse et à d'autres conférences qui viendront. Donc c'est un peu à vous de créer les liens, je dirais au pluriel, nécessaires entre le contenu d'aujourd'hui et les contenus précédents. La conférence d'aujourd'hui, elle est dédiée à la notion de idiosphère. On verra qu'est-ce que c'est dans un instant. Mais le concept principal à retenir est la notion de idiome. On a une acception très précise du mot idiome concernant les idiomes linguistiques, donc quand on parle de la parole, les idiomes hispanophones, germanophones, anglophones et ainsi de suite. En fait, quand on parle de musique et quand on parle de création musicale, on est confronté en permanence avec la notion d'idiome. Nous allons donc affronter ensemble et regarder ensemble les concepts principaux de ce que j'appelle une idiosphère. Il faut imaginer une sphère non pas comme un objet géométrique, bien entendu, quelque chose qui serait un objet presque idéal. C'est plutôt l'idée d'avoir un bassin, un ensemble de propriétés qui font partie des idiomes. Donc, qu'est-ce qu'une idiosphère? Quelles sont les limites des idiosphères? Les éventuelles directions et les liens. Pour qu'une idiosphère existe, il faut définir les idiomes. Alors, idiome veut dire quelque chose de spécifique à une chose, spécifique à une personne, spécifique à un instrument de musique, spécifique à un langage, par exemple. Donc, cela revient aussi à définir l'idiome comme quelque chose de particulier. Donc un idiome est à la fois quelque chose de spécifique et de particulier quand on s'adresse, quand on se concentre sur un objet donné. Dans un langage courant, on connaît l'idiot. Quelqu'un qui a un idiot, ce n'est pas une insulte, en fait c'est quelqu'un qui est tellement spécifique et tellement particulier qui est enfermé en lui-même. Donc un idiot, ce serait quelqu'un qui aurait du mal à communiquer, quelqu'un qui aurait du mal à créer des interfaces de liens avec l'extérieur. Donc, à présent, retenons l'idée qu'un idiome est un ensemble de choses spécifiques et particulières à un domaine donné. En musique, nous avons vu aussi dans les autres conférences, dont j'irai un peu rapidement à ce sujet, que tous paramètres musicaux se situent sur des dimensions. Or, les dimensions n'existent pas. C'est une projection mentale. Dire que l'espace est en 3 dimensions, c'était vrai à une certaine époque de l'histoire de la physique. Avec l'évolution de la physique et des études, on dit que maintenant l'espace est définissable par 4 dimensions. Aujourd'hui, il y a environ 11 dimensions pour définir qu'est-ce qu'un point dans l'espace. Donc il faut retenir que la dimension, ou les dimensions, sont des axes de signification. Un axe, c'est donc quelque chose qui se veut comme, pour des questions de simplification ou cartésienne, comme une ligne horizontale de signification, c'est-à-dire que quand on place quelque chose sous cet axe, ça veut dire quelque chose. Il y a un sens à ce qu'on est en train de dire. Donc les paramètres en musique sont sur des dimensions qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire que par exemple, l'évolution de l'intensité va dans 0 absolu, donc d'un silence, si vous voulez, au plus fort possible, de façon linéaire. On imagine bien que l'instrumentiste, le clarinettiste qui est en train de jouer du pianissimo, donc 3P à 3F, le fortissimo, il doit progresser avec son corps de façon qu'à l'oreille, pour le récepteur, ce sera considéré comme un phrasé linéaire. Nous savons aussi que quand on parle de création, on a quelque chose qui n'est pas du tout linéaire. Là, j'exagère un peu avec les dessins, mais on a des dimensions qui ne suivent vraiment pas un parcours prédictible, car la création s'appuie aussi sur des phénomènes cognitifs, comme on a vu encore une fois dans les conférences avant, sur des phénomènes ou des comportements corporocentrés, qui sont loin d'être linéaires. Donc, comment
aborder la notion de linéarité, qu'on verra dans un instant, et qui est typique de la création quand on fait appel à des outils numériques. Comment faire face à cette notion de linéarité d'un geste tout simple d'un doigt qui parcourt une tablette ou un smartphone, et comment intégrer à la non-linéarité, en revanche, de tout instrument de musique auquel nous nous confrontons dans l'écriture depuis des siècles. Donc, les dimensions, on le sait, on le dit en musique, elles sont ni isomorphes ni isotropes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même forme. Si on parle de durée, des intensités, des hauteurs, de la fondamentale perçue, de la fréquence fondamentale perçue, de la fréquence fondamentale virtuelle, du registre relatif, donc tous ces paramètres ne se situent pas sur des dimensions qui ont la même forme, donc isomorphes, et encore moins qu'ils ont les mêmes distances, les mêmes proportions, les mêmes valeurs, donc isotropes. Donc en musique, on peut dire que chaque paramètre a des comportements propres, a des comportements spécifiques, a des comportements idiomatiques. Et que quand on réfléchit au domaine des hauteurs, on ne peut pas appliquer les mêmes critères dans le domaine des durées. Et quand on réfléchit au domaine des intensités, on ne peut pas se comporter comme si on travaillait dans le domaine de fréquence, par exemple, pour rendre un spectre sonore plus brillant ou moins brillant. Donc, toujours en musique, nous avons des paramètres qui sont monodimensionnels. Ça veut dire que je peux faire évoluer un paramètre sur une seule dimension. L'exemple que j'ai déjà mentionné de l'intensité. Mais il y a des paramètres multidimensionnels. Par exemple, la dynamique. La dynamique concerne la qualité d'un geste instrumental, par exemple un trémolo, auquel il s'y ajoute l'intensité. Est-ce que je joue forte, piano ou mezzo forte? Et en plus, auquel s'y ajoute éventuellement la propagation du son, notamment le volume. Donc la dynamique, qui est le contraire de la statique, est un exemple d'un paramètre multidimensionnel. Quand je dois faire évoluer la dynamique d'un instrument, en réalité, je suis en train de faire évoluer aussi le volume, l'intensité, et parfois aussi, on peut dire, l'inertie musculaire du musicien. Donc, si nous gardons dans l'esprit l'idée qu'il y a des dimensions linéaires et des dimensions non linéaires, quand on parle des idiomes en musique, on est obligé à se confronter à plusieurs catégories et classes de repères qui ne sont pas en contradiction, mais qui sont extrêmement différentes. Nous avons l'aspect instrumental, qui est une forme d'extension du corps. Les instruments de musique, depuis leur naissance, ont été conçus comme une amplification des gestes du corps. Donc, pour jouer n'importe quel instrument, il faut une activité corporelle qui met en vibration une colonne d'air, une corde tendue, un corps vibratoire, et ainsi de suite. Mais nous avons aussi le style, la façon d'appartenir ou de créer un idiome. Dans le sens que quand on pense la musique selon la notion des idiomes, donc selon la notion de spécificité et de particularité, quand on compose une musique pour un violoniste ou une violoniste, on doit tenir en compte le fait qu'avec la main gauche, elle peut faire un certain démanché, un certain doigté. Avec la main droite, elle pourra faire un certain nombre de coups d'archet. Et que si à un moment donné, on veut des pizzicato spécifiques, il faut poser l'archet pour commencer à faire des pizzicato. Donc le geste, quelque chose qui maintenant est tellement connu, tellement sédimenté, parce que ça date de la nuit, non pas des temps, mais plusieurs siècles de répertoire instrumental, on sait qu'un passage en pizzicato nécessite d'abord, si le passage est assez rapide et si certaines propriétés sont demandées, de poser l'archet. Donc le fait de poser l'archet est un geste idiomatique à l'instrumentiste à cordes, qui n'a aucun sens, bien entendu, comme d'ailleurs le mot pizzicato n'aurait aucun sens pour un instrument avant. Donc, la notion d'idiome ou des idiomes définit une grande sphère, ce que j'ai nommé tout à l'heure l'idiosphère, donc non pas l'idéosphère, ça c'est important, hein, c'est pas la sphère des idées, mais c'est la sphère des idiomes. Hein. Donc une idéosphère serait un ensemble d'idiomes qui constitue l'instrumentiste à qui on demandera de jouer une pièce. Et si l'instrumentiste est oboïste ou clarinettiste, ou tubiste, ou clavecинiste, ben, il y aura à chaque fois des idiomes différents. Donc on peut dire que les idiomes permettent de faire ce qu'en anglais on appelle de self-define, c'est-à-dire l'autodéfinition de soi.
Il y a les idiomes du corps, donc quand on est un homme ou une femme, quand on appartient à une vision de soi qui est forcément différente chez l'homme et chez la femme, on a déjà une sphère idiomatique différente. Après, nous avons la culture d'appartenance. Si nous sommes hommes et femmes en Europe, on a une vision culturelle forcément différente de quelqu'un qui viendrait de l'Océanie ou de l'Australie plutôt que de l'Amérique latine ou plutôt que de l'Asie. Donc, combien même, bien sûr, il y a la mondialisation, il y a le métissage, il y a les frontières qui sont poreuses, et que donc il y a toutes sortes de voyages faciles et un accès à la communication, à l'information extrêmement rapide, combien même les classes de repères culturels définissent les idiomes des personnes. On ne peut pas les effacer aussi vite, heureusement. Nous avons pas seulement le genre, c'est-à-dire le corps, mais la sexualité. En fonction de l'appétit sexuel de la personne, les idiomes comportementaux vont être différents chez l'homme et chez la femme, ou chez l'hétérosexuel, le bisexuel, l'homosexuel, ainsi de suite. C'est-à-dire que il ne faut pas imaginer qu'on écrit une musique en fonction de la sexualité, mais il faut savoir que le récepteur de la création mettra en place des critères de interprétation de l'œuvre qui sont, encore une fois, appartenant à une idiosphère. Tout ceci pour vous montrer à quel point la notion de idiosphère est extrêmement complexe quand il s'agit de création. Bien sûr, nous avons un énorme idiome, comme on pourrait dire d'une autre façon un peu psychanalytique, les yeux des autres, hein, comment les gens nous voient, ou comment nous pensons que les autres nous voient. Donc ce qu'on appelle la société souvent, les relations interpersonnelles ou intersubjectives qui définissent encore une fois cette idiosphère, et je laisse exprès la catégorie de l'idiosphère ouverte parce que allez-vous savoir si à l'idiosphère contribue un sablier, un verre d'eau, un ordinateur et ainsi de suite. Donc l'idiosphère est cette sorte de circuit, cette sorte d'enveloppe, cette sorte de grosse catégorie de l'esprit qui n'est pas ni linéaire ni neutre. Elle est spécifique ou particulière à chacun, et cette spécificité, elle est parfois partageable, on le verra dans un instant, parfois elle est tellement unique qu'il faut en prendre en compte. Donc, quand on est dans le domaine de la créativité, quand on enseigne la créativité, qu'ils soient des jeunes ou des adultes, peu importe, on veut dire que les idiosphères vont bien sûr évoluer, parce que dans ce cas-là, il n'y aura pas seulement le corps qui aura évolué, mais la société, les cultures, la sexualité, et ainsi de suite. Donc, la créativité ne peut pas se passer de la notion des idiomes. Autrement, on passe à côté de quelque chose. J'ai cherché sur Internet des images, donc je ne m'excuse pas, ce sont des images que je trouve sont libres de droit pour vous montrer la notion d'idiome et la différence qu'il y a entre les idiomes instrumentaux et les idiomes qu'on touche dans le milieu de la création numérique. Ici, on voit un oboïste. Alors, c'est un instrument à hanche double, c'est-à-dire qui demande une certaine pression d'air au niveau de la bouchure, de l'embouchure et des lèvres. Donc, les idiomes d'un oboïste sont complètement différents que des idiomes d'une violoniste. Deux exemples peut-être connus, bien sûr, pour certains, mais pas nécessairement pour ceux qui font de la création à travers les outils numériques. Pour tout instrumentiste avant, donc qui joue des instruments avant, il y a deux formes de respiration. On parle de la respiration de nutrition, donc celle qui permet à l'occurrence à cet oboïste, ou à une flûtiste, ou à un trompettiste, et ainsi de suite, de se nourrir d'air afin de survivre. Hein. C'est-à-dire que la personne doit se nourrir d'air, une partie des poumons, pour pouvoir oxygéner son corps, et en même temps pouvoir jouer l'instrument. Et il y a une deuxième respiration, qui n'est pas du tout une nutrition, mais une respiration de phrasé, donc de phraséologie, donc de phrase musicale, qui en fait, ça sert à respirer un tout petit peu, pas la grande respiration, mais pour indiquer l'évolution d'une phrase musicale. On voit déjà avec ce petit exemple, qui est très connu pour tout instrumentiste avant, que le même geste du corps, la même respiration, a deux connotations extrêmement différentes quand il s'agit de la phraséologie musicale, donc de donner un phrasé à une phrase qu'on est en train de porter, ou quand il s'agit de respirer pour rester en vie. Bien entendu, quand on est violoniste, la respiration de nutrition, elle est libérée
de l'instrument. Je peux respirer à tout moment pendant que je tire mon archet. Donc, on ne peut pas envisager la réception de l'œuvre d'art en termes de création, encore une fois, si je suis violoniste ou je suis oboïste. Et même si je suis une violoniste ou un violoniste, ou comme je cherchais ici exprès, une violoncelliste, donc trois instruments, deux violons et un violoncelle qui a priori partagent les mêmes classes de repères, l'archet et le toucher, bah, on peut voir, quand je parlais des stylistiques tout à l'heure, ce qu'est le style de quelque chose qui est quelque part anti-idiomatique pour le corps humain. Le violon demande une posture qui est très connue d'ailleurs pour les violonistes et par les jeunes violonistes, qui est quasiment, on peut le dire sans aucun problème, elle est très inconfortable par rapport à un pianiste par exemple, qui est assis, qui n'a pas des tensions musculaires pour tenir le violon ici, et qui est très différent, encore une fois, de la posture d'une violoncelliste qui n'a pas du tout les mêmes exigences idiomatiques de l'instrument. Donc un violoncelle, malgré le fait que ça rentre dans les catégories des instruments à cordes comme le violon, ne demande pas du tout la même typologie d'effort idiomatique de l'instrument. Vous comprenez donc le niveau de subtilité que nous avons dans la musique instrumentale, pour laquelle il y a une littérature maintenant assez extravagante, et je dirais même extrêmement établie, extrêmement applaudie dans les salles de concert, que quand on joue un concerto pour violoncelle et orchestre, et quand on fait une création pour violoncelle et orchestre, on hérite aussi des idiomes instrumentaux qui ont été développés dans les concertos pour violoncelle et orchestre, de la même façon que pour violon et orchestre. Comme vous pouvez voir ici, bah là, dans la photo, c'est pas clair si c'est un percussionniste ou une percussionniste. En tout cas, quelque part, c'est pas le sujet. Mais encore une fois, là, les idiomes sont complètement différents. On touche directement avec les doigts, on met en vibration le corps. Tandis qu'un geste qui pourrait être similaire, fait toucher avec les doigts à la peau, bah, celui d'un pianiste, il touche avec les doigts les touches du piano, mais le comportement est complètement différent. Tout à l'heure, je vous ai parlé des stylistiques. Alors là, sans citer nécessairement le nom, on voit un pianiste qui a une certaine attitude, un autre pianiste qui a eu une attitude qui est passée à l'histoire, notamment par la posture instrumentale qu'il avait pendant qu'il jouait, et une pianiste qui fait un peu l'unanimité de l'extravagance scénique, mais qui n'a rien d'idiomatique du piano. Donc là, on voit un idiome pianistique approprié, spécifique, tellement spécifique qu'il n'y a que ce pianiste qui jouait de cette façon, c'est-à-dire avec une chaise assez basse pour que les mains soient posées de telle façon qu'il ne pouvait pas jouer fortissimissimo, comme en revanche ce pianiste, si vous regardez la position des bras, elle est complètement différente, donc la puissance est complètement différente, et là c'est un geste qui n'a rien à voir avec le piano, c'est sûrement le final d'une pièce qui se veut plutôt un geste des idiomes de la spectacularité. Donc tout ça pour vous montrer quelque chose que dans l'histoire de la musique qui arrive depuis la création des partitions écrites, donc depuis qu'on a laissé des traces écrites pour la création jusqu'à nos jours, passe par des attitudes du corps, de la société, de la sexualité, de la typologie des instruments, et quelque part aussi de l'efficacité, si on peut le dire ainsi, qu'on cherche, et de la spectacularité. Dans le cadre du projet Ariane Dièse, nous nous concentrons beaucoup sur l'éducation artistique avec les outils numériques. C'est un des fondements de notre pédagogie. On croit que l'intervention du numérique permet de créer une pédagogie artistique, y compris si nous n'avons pas nécessairement une connaissance du solfège, du code musical, de la lecture, des notes et des rythmes. Ceci reste vrai. Néanmoins, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous, ce n'est pas une problématique, mais c'est un questionnement majeur. Comment on peut harmoniser la complexité d'écriture ou d'héritage quand on écrit pour un instrument de ce type, donc pour un jeune qui serait un jeune violoniste, et comment on peut réagir quand nous avons une gestualité, qui est ça, vous voyez, les gestes plus ou moins typés, plus ou moins stéréotypés, ou en tout cas des gestes, on pourrait les appeler aujourd'hui idiomatiques, de tablettes, des smartphones, ainsi de suite. C'est-à-dire, du moment que je prends une tablette quelconque et les gestes que je peux faire sont
faire parcourir quelque chose de cette façon, appuyer comme ça, et ainsi de suite, vous voyez que les gestes que je peux faire, pour complexes qu'ils puissent être ces gestes, sont sur une dimension complètement différente des gestes qu'on peut produire sur, on va prendre toujours notre ami violoniste ou oboïste, ok, totalement différent. C'est-à-dire ici, il y a une problématique majeure, ici pour ne pas citer des outils, alors bien entendu, les outils ont une marque, donc on s'en fout des marques, je ne suis pas là pour faire la pub, simplement je vous montre des outils qui sont très connus parce que c'était à un moment donné, c'était à la mode, des outils qui me permettaient de faire des gestes dans l'air et avoir une forme de détection, ou à d'autres outils qui sont des caméras à infrarouge qu'on place sur la table et on peut avec les mains faire reconnaître les gestes des mains. Donc malgré le fait que ces outils sont très performantes, sont à bas coût, elles peuvent être donc généralisées, portées dans les écoles, transportées facilement, quelque part de façon plus facile qu'un piano, plus facile qu'un hautbois, et elles sont accessibles de façon plus immédiate que n'importe quel instrument de musique. Il se pose une question fondamentale: quel est l'idiome, ou quels sont les idiomes de création quand le nombre de gestes est extrêmement réduit? Dans le cadre d'Ariane Diez, nous avons vu que l'utilisation de smartphones, des objets connectés, des tablettes tactiles, permet, avec une certaine aisance, la démarche artistique chez les jeunes. C'est très bien. Je revendique encore le fait que grâce à cette technologie, nous pouvons faire accéder à beaucoup de jeunes la création et voire même la musique par le biais de la création. C'est-à-dire que historiquement, nous enseignons la musique à partir de pièces déjà existantes, Mozart, Bach, Beethoven, et donc l'artiste, le jeune artiste se retrouvait plutôt à reproduire, à interpréter la musique des autres, parfois morts depuis quelques siècles, donc quelque part loin de la culture d'aujourd'hui. Et avec le temps, oui, pourquoi pas, on était accusés, et nous, je parle moi en tant que compositeur, nous en tant que pédagogue de la musique, comme étant élitistes, c'est-à-dire qui peut bénéficier de l'apprentissage de la musique? Seulement ceux qui peuvent aller dans le conservatoire, ceux qui peuvent passer des examens de solfège, passer des heures à suivre et apprendre le code musical, mais qui peut faire la création en plus musicale? Seulement ceux qui, après le solfège, ont fait de l'harmonie, du contrepoint, de la fugue, de l'écriture. Donc, effectivement, vu sous cet angle, on va dire que le nombre de personnes qui pouvaient accéder à la création artistique musicale était relativement restreinte. L'intervention de la technologie numérique nous permet de faire un saut, non pas sémantique, mais je dirais générationnel, voire même ontologique sur la nature des choses. C'est-à-dire qu'on peut sauter l'apprentissage du code musical, on peut se passer du solfège, on peut se passer de la notion d'écriture, et on peut accéder à la musique par la création de sa propre musique. Je crée de la musique, donc je joue. Tandis qu'avant, on jouait la musique des autres. Alors, ça, depuis les années 90, 1990, bien sûr, et jusqu'à nos jours, on n'a pas arrêté de séduire les jeunes à un tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, de toute couture, planétairement parlant, créent de leur propre musique comme une forme d'expression de soi, une forme d'émancipation, une forme on appelle ça justement de la créativité. Ce n'est pas assez pour parler de création. Comme je dis, ce n'est pas assez pour parler de création, car la création est une étape qui va au-delà du simple amusement, de simplement s'amuser en produisant de la musique. Donc, et donc la création, on l'a vu dans une conférence entièrement dédiée au mot création, donc je vous renvoie à une conférence déjà en ligne sur le même site. Quand on compose de la musique à travers les outils numériques, nous sommes dans l'obligation de penser à deux catégories de publics. Un, est-ce qu'on écrit pour des jeunes ou des adultes, peu importe l'âge, qui ne connaissent en rien la musique, donc on aura un certain niveau d'exigence où, quelque part, cette typologie de gestes peut être suffisante. C'est-à-dire
que la simplification des gestes, l'encodage des gestes, la non-pertinence physique du support dans un geste de ce type ou de ce type, parce que les tablettes ou n'importe quel outil permet ça, quand on s'adresse à des jeunes non-musiciens, ce type de geste peut suffire. Mais si nous nous adressons à des instrumentistes, donc à des jeunes qui pratiquent un instrument, et qui donc ont une habitude constante de se confronter à des postures physiques, corporelles, à une respiration, à un fait vibratoire de la musique qui est loin de ceci, faire un geste comme ça sur le piano n'a pratiquement aucun sens. Le faire sur un violon, sur un instrument à cordes, a beaucoup de sens. Le faire sur une percussion peut avoir beaucoup de sens. Faire un geste comme ça sur une tablette peut avoir un sens, tandis que sur un hautbois, sur un piano, sur un violoncelle, ont à chaque fois des sens différents. Donc, quand on écrit pour de jeunes musiciens, il faut tenir en compte qu'on travaille sur un langage simplifié, sur un encodage simplifié, et donc il faudra investiguer des zones de la création qui, non pas substituent ou remplacent, mais qui vont compenser une forme de, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de vision simpliste de la musique. Ce n'est pas parce que c'est facile d'avoir accès à des outils et que c'est facile de composer avec ces outils que automatiquement la musique elle sera perçue comme suffisante pour le musicien. Donc pour clore la conférence d'aujourd'hui, la spécificité des idiomes, donc je remonte un instant à l'origine. Donc les idiomes sont quelque chose de spécifique et de particulier. Quand on écrit pour de non-musiciens, nous avons un niveau d'exigence qu'on va dire rentre dans les idiosphères des outils qui sont proposés par le marché. Quand on écrit pour les musiciens, il faut que le professeur, le maître, l'intervenant se pose des questions sur la capacité, la trop rapide assimilation de la part d'un musicien de ces outils. Car le musicien est habitué à une forme de rigueur, une forme oui, il faut dire, des rigueurs, d'exigence beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus idiomatique, dictée par son propre instrument.